Bonjour à tous, bienvenue à la lecture de cette vidéo de physique pour la classe de terminale spécialité physique-chimie. On est dans le chapitre des lois de la mécanique, en particulier la loi de Newton, la deuxième, et on va l'appliquer à des mouvements rectilignes variés. On va voir que pour résoudre ces exercices, il suffit d'appliquer toujours la même méthode et d'être très rigoureux. Alors, qu'est-ce que l'on va voir comme mouvement? Eh bien, on va regarder le mouvement d'une voiture à l'horizontale, le mouvement d'une montgolfière et le mouvement d'un personnage dans un ascenseur. Il peut y avoir d'autres situations, mais en fait, ça revient toujours au même. Une balle, par exemple, qui tomberait à la verticale ou qui serait lancée vers le haut verticalement. Un électron qui serait soumis à des forces électriques et dont le mouvement serait vertical dans l'exercice. Mais voilà, on ne va faire que ces trois cas, la montgolfière, l'ascenseur et la voiture. Premier exemple, un ascenseur. Alors, on peut très bien nous demander quel est le ressenti de la personne lorsqu'elle est dans l'ascenseur, selon le mouvement, le début du mouvement de l'ascenseur, ou à la fin quand on arrive à l'étage désiré. Alors, pour résoudre tous les problèmes qui utilisent la deuxième loi de Newton, il faudra toujours être rigoureux, d'abord faire un bon schéma, ça c'est essentiel. Donc vous voyez à gauche, il y a un personnage qui est représenté, on peut le représenter même de façon plus simple. On précise le système, c'est-à-dire l'objet que l'on étudie, ici c'est la personne dans l'ascenseur, le référentiel terrestre, parce que dans ce référentiel on peut utiliser la deuxième loi de Newton, et puis on munit notre étude d'un repère d'espace. Mais ici, comme le mouvement de l'ascenseur va être uniquement vertical, eh bien on va prendre un axe OY orienté vers le haut. On va imaginer un ascenseur qui se déplace vers le haut. Une fois qu'on a notre repère d'espace, on fait un bilan des forces extérieures au système. Là maintenant je peux, puisque j'ai défini mon système. Donc qu'est-ce qu'on a comme force? Eh bien on a la force exercée par le sol. Si on n'avait pas le sol, eh bien on chuterait. Donc le sol nous retient, force verticale vers le haut. Et puis on a évidemment le poids de la personne. Il n'existe pas d'autre force. Une fois que l'on a été rigoureux et qu'on a donné ces étapes-là, eh bien on peut écrire la deuxième loi de Newton. Alors en mécanique, la réussite des exercices, eh bien, elle nécessite d'être rigoureux. Et être rigoureux, c'est toujours adopter la même méthode. Un schéma clair, préciser le système, le référentiel, le repère d'espace, faire l'inventaire des forces, et enfin, et seulement à ce moment-là, écrire la deuxième loi de Newton. Alors on va l'utiliser, cette deuxième loi de Newton. Donc ici on a deux forces, donc on fait la somme. Une somme, c'est uniquement des additions. Donc la somme des vecteurs P et R donne la masse fois l'accélération du centre de gravité. On sait en mathématiques que deux vecteurs sont égaux s'ils ont même coordonnées. Donc là, il y a une seule coordonnée, c'est la coordonnée selon Y. Et vous voyez, je continue à écrire des sommes. Mais maintenant, je fais attention, je vais dire quelles sont les coordonnées de chacune de mes forces. Eh bien, la coordonnée selon Y du poids, on voit que le poids est dirigé dans un sens contraire à mon vecteur unitaire J. Donc, la coordonnée du poids selon Y, c'est moins la valeur du poids. Tandis que pour l'action de l'ascenseur sur la personne, eh bien cette force est dirigée vers le haut dans le même sens que le vecteur unitaire. Donc on a la coordonnée de R selon Y qui vaut R. Alors, les conséquences, c'est que l'action du sol va dépendre de l'accélération de l'ascenseur. Donc on a ici un exercice avec l'évolution de la vitesse de l'ascenseur. On voit qu'au début il y a une accélération positive vers le haut, puis une phase de mouvement rectiligne uniforme, puis une accélération négative parce que l'ascenseur arrive à l'étage et donc la vitesse va diminuer. Donc les accélérations, selon les trois phases, sont positives, nulles et négatives. On le voit avec la pente de la tangente. Ici, la pente de la tangente, c'est-à-dire ici la dérivée de la fonction vitesse selon y, la pente de la tangente est positive, donc une accélération positive. La pente de la tangente est nulle, mouvement rectiligne uniforme, pas d'accélération. Et puis là,
une accélération négative, la pente de la tangente est négative. Donc la dérivée est négative, la dérivée de la vitesse. Donc ça signifie, puisque l'action du support, l'action du sol, vaut la masse fois l'accélération plus p, eh bien on voit que l'action du support, eh bien elle est plus grande au démarrage de l'ascenseur. Ensuite, elle vaut le poids, et puis, enfin, elle compense le poids dans la phase 2. Et puis dans la phase 3, l'action de l'ascenseur est plus faible que le poids. Eh bien, ça indique ce qui se passe en fait dans un ascenseur. Quand vous commencez à monter, eh bien, vous avez l'impression de subir, enfin, c'est pas une impression, hein, vous subissez une action du sol plus forte que le poids. C'est un peu comme l'impression d'être un peu écrasé et vous vous sentez plus lourd. Tandis que au moment où l'ascenseur décélère, à la fin, eh bien, puisque l'action de l'ascenseur est plus faible, eh bien, c'est un peu comme si vous vous sentiez plus léger. Parce que dans une condition normale, en fait, vous êtes sur le sol, vous êtes par exemple immobile, l'action que vous subissez, c'est celle de votre poids en valeur absolue. Par contre, quand l'ascenseur accélère, avec une accélération négative ou positive, on voit que l'action n'est pas la même. Donc ça explique en fait les sensations physiologiques qu'on a dans un ascenseur. Deuxième exemple. Dans cet exemple, on va voir le mouvement horizontal d'une voiture sur une route qui est propulsée grâce au moteur et qui subit des forces de frottement principalement dues à l'air. Alors on recommence exactement le même schéma méthodique. On écrit la deuxième loi de Newton, mais après avoir fait un schéma clair, avec un repère d'espace. Ici, notre repère d'espace, il n'est pas selon y, parce que je vais m'intéresser à un mouvement horizontal, donc j'ai pris un vecteur unitaire i horizontal vers la droite. Je prends un sens qui correspond au sens du mouvement. On va imaginer que la voiture va vers la droite. Et puis, une fois qu'on a fait ce repère d'espace, qu'on a rapidement dessiné la voiture, eh bien, on fait un bilan des forces extérieures. Donc, le poids, P flèche, la force exercée par le sol, parce que s'il n'y avait pas le sol, eh bien la voiture évidemment tomberait. La force de poussée exercée par les moteurs, enfin due au moteur, et puis les frottements divers. Alors j'ai représenté les forces de façon un peu simplifiée. Il faut bien imaginer que les forces de frottement, elles ne s'appliquent pas exactement ici. Le point d'application qui est là est choisi de façon un peu arbitraire. De même que la force de poussée, si on rentrait dans les détails, en fait cette force de poussée, elle agirait sur les pneus. Mais là c'est un détail. La force de poussée, elle est horizontale vers la droite, la force de frottement, elle s'oppose au mouvement. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut écrire la deuxième loi de Newton, et comme tout à l'heure, on fait la somme des forces. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même coordonnées, donc cette fois-ci c'est des coordonnées selon x, et uniquement à ce moment-là, on réfléchit aux valeurs des coordonnées. Alors, la coordonnée selon x du poids, eh bien, ce vecteur-là n'a pas de coordonnées selon x, donc 0. Idem pour l'action du support. Par contre, la force de poussée, eh bien, elle est dans le sens du vecteur unitaire, donc plus f. Et la force de frottement, sa coordonnée selon x, c'est moins f, parce qu'elle est opposée au vecteur unitaire i. Donc concernant les coordonnées selon x, eh bien on a la force de poussée moins les frottements sont égaux à la masse fois l'accélération du centre de gravité. Hein. Je n'ai pas réécrit l'accélération du centre de gravité, mais on parle toujours du centre de gravité. F moins F égale m à x. Alors, il se trouve que les forces de frottement sont proportionnelles au carré de la vitesse. Et si on s'intéresse au mouvement rectiligne uniforme, c'est possible dans un exercice, eh bien, si le mouvement est rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération selon x. Donc ça veut dire que la force de poussée due au moteur égale la force de frottement, et elle est donc proportionnelle au carré de la vitesse. Donc lorsque vous roulez d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire une vitesse constante sur une portion droite, eh bien, la force de propulsion, grâce au moteur, ne sert qu'à une chose, elle sert à compenser les frottements de l'air.
Et comme les frottements de l'air sont proportionnels au carré de la vitesse, eh bien plus vous allez vite, plus vous allez dépenser d'essence. Donc pour avoir une conduite économe, eh bien il faut éviter de rouler vite. Alors autre exemple, le dernier, le mouvement vertical d'une montgolfière, mais on va voir que si on applique les méthodes, c'est toujours la même chose. Donc on fait un schéma clair avec un repère d'espace. Là on a une montgolfière qui monte, donc on a pris un repère d'espace avec un vecteur unitaire J vers le haut. On fait le bilan des forces extérieures. Donc cette fois-ci, il y a le poids, P flèche, il y a la poussée d'Archimède qui agit sur le ballon, alors que j'aurais peut-être dû faire démarrer du milieu du ballon, parce que c'est en fait surtout le volume d'air qui est emprisonné dans le ballon qui provoque cette poussée d'Archimède. Et la force de frottement, puisque le ballon monte, la force de frottement est opposée au mouvement, donc une force vers le bas. On fait comme précédemment, on écrit la somme des forces. Donc ici, le poids plus la poussée d'Archimède plus le frottement, c'est la masse fois l'accélération du centre de gravité. On écrit la somme des coordonnées, cette fois-ci c'est selon Y. Et donc on fait ensuite la correspondance entre les coordonnées et les valeurs des forces. Donc la coordonnée de P selon Y, eh bien, le poids est opposé au vecteur J, donc sa coordonnée c'est moins sa valeur. La poussée d'Archimède, elle est dans le sens du vecteur unitaire, donc c'est plus sa valeur. La coordonnée selon Y de la poussée d'Archimède, c'est la poussée d'Archimède. Et puis la coordonnée selon Y de la force de frottement, on voit qu'elle est opposée au vecteur J, donc c'est moins F. Donc il faut bien faire attention, quand on écrit la somme des coordonnées, on écrit des plus, et c'est uniquement après que l'on détermine les valeurs des coordonnées et que l'on met des moins. Donc on a un cas particulier, c'est le mouvement uniforme. Dans le cas d'un mouvement uniforme, on a l'accélération qui est nulle, et donc on peut par exemple déterminer la force de frottement si dans l'énoncé, on nous donne la poussée d'Archimède avec ses caractéristiques et la masse du ballon, mais le reste, ce n'est que des mathématiques, et puis le fait de faire peut-être attention aux unités, mais finalement toute la physique est dans la rigueur d'installation du problème. Et la clé de la résolution des exercices avec un mouvement rectiligne, utilisant la deuxième loi de Newton, repose sur la rigueur et ces trois points-là. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.